Votre épisode du podcast de Flash Formation débutera après ce message de notre commanditaire officiel. Vous avez besoin de financement ou d'une préautorisation hypothécaire pour un nouvel achat immobilier? Vous êtes en période de renouvellement hypothécaire et désirez obtenir les meilleures conditions? Contactez Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, fier présentateur officiel de la saison 2 du podcast Flash Formation. Bonjour tout le monde, Marc-Antoine Jeté à nouveau avec vous pour l'enregistrement d'un autre épisode du podcast Flash Formation. Avant de commencer, j'aimerais faire un gros merci à notre commanditaire, la compagnie de café Crewman Coffee. C'est une compagnie québécoise qui est fondée par un pompier québécois. Sérieusement, c'est un excellent café, surtout pour les changements de relève. D'ailleurs, ils ont une saveur de café qui est à l'effigie des pompiers. Il s'appelle le 10-15. Sérieux, un café de 5e alarme, il n'y a rien de mieux que ça. D'ailleurs, en utilisant le code promo FLASH. Pour chaque vente de sac de café, tout format confondu, mais il y a 5$ qui vont être remis à la Fondation des Grands Brûlés. En plus de ça, toute commande de 1 kg et plus se verra attribuer un rabais de 10% en utilisant le même code promo, c'est-à-dire FLASH. Pour commander ou pour obtenir plus d'informations sur la compagnie de café Crewman Coffee, bien consultez leur site web au www.crewmancoffee.com. Je vous encourage à les suivre sur leurs réseaux sociaux. Et de la part de toute l'équipe du podcast Flash Formation, merci Crewman Coffee. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super intéressant. On va parler de la Fondation des pompiers du Québec. Parce que vous savez qu'à tous les ans, là, il y a à peu près 300 personnes qui sont traitées dans les centres pour grands brûlés du Québec. Parmi ces personnes-là, on retrouve des femmes, des hommes, à l'occasion même des enfants. Ces victimes de brûlures graves proviennent de tous les milieux, de toutes les professions, puis parfois même, il y a des pompiers. La Fondation des pompiers du Québec pour les grands brûlés est le seul organisme au Québec qui amasse des fonds pour soutenir les soins et l'aide aux grands brûlés. Leur mission, c'est de promouvoir et aider la cause des grands brûlés du Québec. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Marie-Josée Chalifot, qui travaille pour la Fondation. Mais merci principalement d'avoir accepté l'invitation. C'est un plaisir, c'est un immense plaisir. Nos auditeurs connaissent probablement la Fondation, ils ont sûrement déjà participé à des activités, mais est-ce que tu peux nous expliquer un peu la Fondation, comment est-ce qu'elle a vu le jour? Oui, ça fait déjà quand même très longtemps, ça fait déjà longtemps que tous les pompiers du Québec sont associés à la Fondation, même que c'est une tendance, je vous dirais qu'on est parmi les leaders mondiaux dans le traitement des grands brûlés. Je fais juste un petit aparté pour revenir. Et tous les centres de grands brûlés qui sont très, très performant en Amérique, c'est directement relié avec l'engagement des pompiers. Donc, ça fait déjà 33 ans que la Fondation existe. Moi, je suis presque aussi vieille que la Fondation, en fait, en année d'ancienneté. J'entame ma 26e année à la Fondation. Donc, wow. Évidemment, j'ai vu une belle grande évolution de la participation comme de l'avancement avec les grands brûlés. Pour revenir à la question, oui, ça a été fondé après, ça fait déjà longtemps, peut-être que certains d'entre vous le savent, mais vous pouvez faire des recherches, c'est quelque chose de fascinant. Il y a eu un incendie mortel à Chapet en 79 ou 80, là, en fait, c'est 80 plus précisément. En fait, c'était le jour-là. Donc, on est à cheval sur 79-80, dans laquelle il n'y avait aucune mesure de sécurité pour les feux. Et puis, il y a un illuminé, c'est le cas de le dire, qui a décidé d'allumer le sapin. Il y avait une porte de sortie. Ils étaient 300. Donc, finalement, le compte total, c'est 46 décès, 51 brûlés graves. Et on s'est rendu compte au Québec qu'on n'avait pas les infrastructures du tout pour ça. Pas du tout. Donc, il y a un groupe de pompiers qui se sont dit, au risque, au péril de notre propre vie, on va sauver des gens qui, au bout du compte, on n'a pas la structure pour aller les sauver. Ça marche pas, là. Ouais. Donc, deux assez connus, Paul Perrault, Belleuil et Gaston Fauvel, dans le temps qu'ils étaient pompiers, mais pas membres, ils n'étaient pas présidents de l'APM à l'époque, ont créé la Fondation. En fait, ils ont créé l'autopompier pour les plus vieux qui s'en souviendront. La Fondation devait être là pour 5 ans pour financer les 2 unités. Okay. Est-ce que c'est le gouvernement qui a décidé qu'il y avait 2 unités de brûlés? C'est pas du tout la Fondation.
Ce qui est d'une logique un peu implacable. Le Québec, les deux plus grandes villes Est-Ouest, donc ça a toujours resté. Okay. Ça a été créé dès le départ, ça a toujours resté. Et puis suite à ça, après les 5 années où on a financé les premières structures et tout ça, les pompiers se sont dit, ben écoute, on peut pas être contre la vertu, là, il reste tellement à faire qu'on va continuer. Et de là, la fondation est née en fait. Donc la Loto-Pompier, elle est plus vieille que la fondation. On a parlé brièvement de la mission, OK, tantôt, promouvoir, aider la cause des Grands Brûlés du Québec. Mais justement, par quels moyens est-ce que la Fondation y arrive aujourd'hui? Il y a de multiples façons. On a tenté évidemment là, de recréer le maximum de ce qui était populaire, mais la promotion, c'est principalement, elle se fait principalement par les activités. OK. Donc, évidemment, à travers nos activités de financement, c'est là qu'on promouvoit même une partie de prévention, c'est là qu'on promouvoit en fait tout ce qu'on fait. Je le mentionnais tout à l'heure, on est les leaders mondiaux dans ce domaine-là, donc ça fait aussi partie de notre job de promotion. OK, super. Puis est-ce que, en tant que pompier, là, qu'est-ce qui peut être fait à part la participation aux différentes activités d'envergure, là, mais qu'est-ce qu'un pompier peut faire pour contribuer à la cause? Ben, principalement, je vous dirais que je vous parlais de la Loto-Pompier tout à l'heure qui était Oui, la première activité. première de toutes là, qui fait que ça existe aujourd'hui et qu'on est rendu là. Elle a été remplacée pour multiples raisons. Là, justement, on parlait des changements, donc on a évolué vers autre chose. Oui. On a évolué vers des collectes qu'on appelle agir à grande échelle. Donc de base, si tous les services d'incendie du Québec donnaient juste 1 heure en collecte par jour, ce serait plus, le calcul là, serait plus de 500 000 avec le nombre de services. Juste Wow. 1 heure. Donc c'est probablement la façon la plus facile. Vous prenez votre équipe, votre caserne ou votre équipe de travail, peu importe comment vous êtes organisé dans votre service. Prenez 1 heure, arrangez-vous avec la ville, faites votre dépôt. Si tout le monde faisait juste 1 heure par année, parfait. Ah oui, OK. Fait que vraiment, la collecte directement auprès des citoyens, là, c'est ça serait le moyen le plus facile de... Mais c'est plus facile pour tout le monde. Oui. C'est plus facile pour les pompiers aussi parce que ceux qui participent, mettons, au tournoi d'hockey, ceux qui participent à toutes nos super activités bénévoles qu'on a, ça va. Mais tu sais, c'est 3-4 jours. Je comprends que vous y allez pour le plaisir, là, je comprends ça. Mais ce que je veux dire, c'est... Puis en arrière, il y a un comité organisateur qui travaille pendant 1 année là, à organiser ça. C'est beaucoup de temps, beaucoup de dévotion. Donc, tu sais, je comprends que c'est pas tout le monde qui peut se dire on va faire une activité. Non, c'est beaucoup trop de temps. Donc, la façon la plus facile, comme je vous dis, ça reste que c'est ça. Puis on est adapté aujourd'hui, là, vous pouvez nous rejoindre au bureau, là, on a nos machines Interact et tout ça. Là, donc. C'est super facile de donner. Oui. Mais justement, quelles sont vos activités les plus populaires? Ou bien celles qui vous apportent la plus grande visibilité ou qui vous permet d'amasser la plus grande somme en peu de temps? Ben, il y a 2 catégories chez nous. Il y a celles organisées par la Fondation qui sont généralement plus grand public, si on veut. Okay. Dans laquelle, évidemment, le calendrier des pompiers, la loto-voyage, tout ça. Et il y a la catégorie qu'on appelle les activités organisées par des bénévoles. Tournoi d'hockey, tournoi de balle, le relais des pompiers, la course des pompiers de Laval. Tout ça est dans un autre ordre. Donc, je suis malheureusement obligée de vous séparer ça, là. Mais je vous dirais que tout ce qui est par la Fondation, c'est drôle parce que dans nos plus grandes activités, il y en a une justement qui est très notoriété, qui est évidemment le calendrier là, des pompiers. Là, je pense que tout le monde le sait. On en parle dans des émissions. Les humoristes font quelquefois des blagues là-dessus. Donc, ben puis je vous dirais que ça a changé beaucoup justement la notoriété de la Fondation. On l'a vu. Quand le calendrier est devenu de plus en plus populaire, même le grand public, on a eu plus de dons. Donc oui, au niveau de la visibilité, là, c'est de toute évidence, c'est le calendrier. Là. Ça, c'est clair. Et la plus payante, dans celle qu'on organise, c'est la loto-voyage. OK. Donc, puis, toujours destiné au grand public, là. Oui, ça c'est... Ben, en fait, les pompiers peuvent y passer aussi, mais je veux dire, on est principalement axé, donc c'est là aussi qu'on fait notre promotion des grands brûlés. Dans l'autre aspect, activité plus bénévole, la course des pompiers de Laval est sans contredit le meilleur rayonnement. Là. Je veux dire, on a 8000 coureurs, c'est maintenant une étape officielle pour faire le marathon de Boston à Ottawa. Plus de 80 000 ont été remis à la Fondation quand même depuis 5 ans à chaque année. Et le fameux tournoi de hockey. Là. Ça, c'est les gars, je vous dirais, depuis les 5 dernières années, ont travaillé super fort. Là. Ça a été une moyenne entre 80 et 100 000 quand même qui ont remis à la Fondation. C'est pas rien. Ouais, vraiment. Ils ont travaillé 1 an, mais c'est quelque chose. Puis en plus, au moment d'enregistrer l'épisode, on est en plein cœur du tournoi du tournoi de hockey là, pour la Fondation. C'est super le fun qu'on en parle d'ailleurs. Mais
Justement, on parle des sommes amassées. Rapidement, j'ai pu voir sur le site de la Fondation que principalement les sommes amassées servaient à la recherche et à l'acquisition ou développement de nouvelles technologies. En fait, c'est plus vague que ça, mais en même temps, comment je peux bien vous dire ça? On est allé dans des termes vagues. OK. Sauf que c'est beaucoup plus précis. Puis j'aime ça quand on rentre, justement, je l'aime ta question, parce que quand on lit juste ça, on fait comme bof. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ouais. C'est un peu abstrait. Les pompiers sont des gars de job concrète. Ouais. C'est bon. Fait que j'adore ta question. C'est oui. Le site va être évidemment recréé aussi. C'est qu'on aide beaucoup depuis 10 ans. On a une nouvelle portion, si on veut, qui est de l'aide directe aux patients. Et ça, c'était une demande des pompiers. OK. Parce qu'il faut savoir que le conseil d'administration de la Fondation est géré uniquement par des pompiers. Ah oui, hein? Donc, c'est de là la Fondation des pompiers et non la Fondation des Grands Brûlés. Et c'est de là, on a un bon son de cloche, là. À peu près toutes les grosses associations syndicales sont membres permanents, ils ont un siège, plus des gars bénévoles. OK. Donc, on a eu un bon son de cloche. C'était une demande des pompiers, justement, d'être plus, j'en parlais, là, d'être plus concret, d'être plus direct. Donc, pour faire ce cours, vu qu'on est le seul organisme qui s'occupe des grands brûlés au Québec, on s'occupe des grands brûlés de A à Z. Donc, à partir des soins aigus, réadaptation, puis même le après. Moi, je dis toujours, pour expliquer puis vulgariser, un patient, là, ça passe 2 mois de sa vie à l'unité des grands brûlés, 2 ans en réadaptation, puis le reste de sa vie à vivre avec. OK. Donc, on est là à toutes les étapes, en fait. Et quand on dit recherche équipement, je vous dirais que l'équipement, c'est de moins en moins vrai parce que nos 2 unités sont entièrement neuves et autonomes. Donc, elles sont dernièrement très bien équipées. C'est la recherche, je vous dirais. C'est ce qui fait qu'on est les leaders mondiaux là-dedans, d'ailleurs. C'est la recherche. Ça doit être une fierté aussi. Oui, si vous avez remarqué, ça fait 2-3 fois, je le dis oui. Hein? Oui, tant mieux. Mais c'est une fierté, mais elle vous appartient, les pompiers, là. Parce que moi, étant à la Fondation, dans ce cas-ci, si vous n'êtes pas là, il n'y en a pas de fierté, il n'y en a pas de leader mondial. Donc, c'est vous, là. T'sais. Je comprends. C'est une fierté qui se partage, dans le fond, là. Oui. Puis, maintenant, j'aimerais qu'on approfondisse un peu plus comment ça fonctionne. Tu sais, t'en as parlé rapidement, là. Comment ça fonctionne au niveau des soins? Tu sais, t'as parlé, il y a 2 grands centres, tu sais, pour le Québec au complet, là. Mais comment ça fonctionne du moment que quelqu'un est admis pour recevoir les premiers soins? Oui, il faut savoir que, je l'ai mentionné très rapidement, les unités des grands brûlés, c'est devenu, depuis les 30 dernières années, dans pas mal tous les pays occidentaux, une spécialité. Donc, c'est une unité fermée à part. Et je dis toujours que c'est un hôpital dans un hôpital. Parce qu'une unité des grands brûlés, c'est tellement exigeant au niveau du personnel, du temps, de ce qui se passe, que c'est des unités qu'on appelle fermées, mais qui sont aussi très autonomes. Salle d'opération, salle d'admission, on a les physios, les inalos, tout est dans. C'est pour ça que je dis que c'est un hôpital dans un hôpital. Okay. On n'a pas besoin d'appeler personne aux soins intensifs là, pour avoir une salle d'op, pour avoir. On a même des diététiciennes, psychologues sur place et tout. Donc c'est très complet. Et ça, c'est la beauté du déménagement avec le CHUM à Montréal et le CHU à Québec. Là, c'est que ça nous a permis, ce qui n'était pas le cas dans les anciennes unités. Là. OK. Donc, le patient, quand il entre chez nous, ça va pas. Quand il entre à l'urgence, il monte direct à l'unité des Grands Brûlés au 9e pour ce qui est de Montréal. Salle d'admission tout de suite où on évalue évidemment la gravité des brûlures, le pourcentage de brûlures, la profondeur, ça c'est très très important. Et là, c'est l'étape un peu plate, mais on débride, on frotte, on nettoie les plaies, puis tout ça. Et de là, souvent, on passe déjà tout de suite en intubation et en salle d'op. OK. Souvent. C'est assez rapide, là. Il faut que ce soit rapide, surtout quand on touche aux articulations. OK. Ça, c'est des cas que je me lancerai pas dans les détails, mais c'est des cas que... Vous savez, pour être admis à l'unité des grands brûlés, là, il y a des critères. Là. Avoir X pourcentage de brûlure sur un pourcentage du corps, en fait, profondeur sur pourcentage du corps. Rappelez-vous que votre propre main représente 1%. Donc, quand on dit que quelqu'un brûle à 20%, le 20%, il n'est pas impressionnant, là, c'est un petit pourcentage. Mais vous ferez l'exercice avec votre main, là, de le mettre 20 fois sur votre corps, vous allez faire « Wow! »
OK, finalement. Ça peut être une grosse brûlure. Ça peut être une énorme brûlure. Donc, pour rentrer à l'unité des grands brûlés, de façon, évidemment, là, des fois, on peut être sur la ligne, on va d'un bord ou de l'autre, mais les normes, c'est de brûler à plus de 10% sur une superficie de 10% de superficie, deuxième, troisième degré. OK. Si vous êtes brûlé cause articulation, c'est quand même un cas d'unité de grand brûlé. OK. Pour le danger de perte, la mobilité, danger de perte de mobilité. OK, je Donc, comprends. tout ce qui est articulation, les pieds, les genoux, les mains, les organes génitaux, le visage, c'est traité à l'unité. Même si c'est juste cette surface-là qui est brûlée. Et les pompiers, souvent, vont à l'unité parce que les pompiers qu'on a vus brûler, principalement, c'est toujours les mains, le cou, Oui. les oreilles, un peu au visage, et beaucoup les voies respiratoires. Et ça, les voies respiratoires, comme Steve Brisebois, Oui. les voies respiratoires, c'est quelque chose qu'on ne traite pas dans un autre hôpital non plus. OK. OK. Hey, mon Dieu. Puis le chemin que va parcourir un patient au grand brûlé à partir justement de son adhésion, là, OK, il correspond aux critères, il est admis, on commence déjà les premières étapes avec cette personne-là. Tu sais, t'en as parlé, OK, l'intubation. Après ça, ben, il va avoir tu sais, le traitement des... Ouais, ben, généralement, c'est le coma provoqué qui suit dans les heures qui suivent, donc ce qu'on appelle un coma artificiel, Oui. pour plein de raisons. La douleur, on s'entend. Oui. C'est de dire de tous les intensivistes du monde, c'est ce qu'il y a de pire. C'est tellement... La douleur est tellement insupportable que le cerveau se met même en dysfonction. OK. C'est-à-dire que les 36-48 premières heures qu'un patient est là, souvent ce qu'on surveille une fois qu'on a débridé, c'est beaucoup plus toute la gestion interne parce que le cerveau est complètement... Il panique. Donc, tout peut devenir en dysfonction. Donc, les 36 premières heures sont les plus dures pour le patient, évidemment. Okay. Donc, une fois qu'on a réussi à passer ça, même des fois le coma, justement, c'est là qu'arrive le coma provoqué, tout ça, et on le met parce qu'il va avoir... Un patient peut avoir, dans une première semaine, peut avoir jusqu'à 8 opérations. Mon Dieu. Donc, tant qu'à pratiquer l'anesthésie tout le temps, ce qui est aussi dommageable et tout, puis même pire que le coma, on va les mettre dans le coma pour la douleur, gestion de la douleur, mais gestion des opérations et tout. Pour faciliter, là. Oui. Généralement, on a baissé pour vous dire comment on est rendu bon, là, ben, que vous êtes rendu bon. C'est qu'on a passé, en 20 ans, on était à 3,6 jours d'hospitalisation par pourcentage de brûlure. OK. Donc, on est passé à 1,3. Ça inclut les brûlures électriques, par contre. OK. Ça se gère à un autre niveau, c'est beaucoup plus difficile. Mais les brûlures thermiques, donc si vous êtes brûlé à 20%, vous allez passer pas loin de 30-40 jours, donc 80% du temps dans un coma. Puis on va vous réveiller graduellement. Donc, puis là, il y a plusieurs techniques qu'on a développées, les lambeaux. Je vous épargne les affaires scientifiques, mais il y a une panoplie de façons de faire maintenant. On est encore malheureusement avec l'autogreffe. C'est-à-dire qu'on prend un site d'honneur puis qu'on vous greffe. Mais quand on dit malheureusement, est-ce que c'est parce qu'il y a une nouvelle technologie qui est possible? Ou... Oui, on parlait de recherche tantôt. Oui. Justement, on avance. Ça fait déjà quand même, je sais que c'est long. Ça fait quand même 15 ans qu'on est sur une peau clonée. OK. Parce que je peux pas vous donner ma peau. Ouais. Je voudrais peut-être, mais je peux pas. Je peux pas faire comme je le fais avec mon foie, comme avec mon cœur, ou je peux pas. Donc, ça prend toujours la peau du patient. Donc, présentement, quand on est brûlé à 60% et moins, on est en ce qu'on appelle à l'ancienne, si on veut, un site d'honneur, une partie de peau saine qu'on prélève, qu'on va épaissement, qu'on va appliquer sur la brûlure. Et là, ça, là où on a prélevé, on recose une autre brûlure. Ça te prend un autre de guérison, là? Oui, c'est une autre brûlure au deuxième qu'on fait dans le fond pour aller guérir le troisième. Donc, il faut attendre que ça guérisse et que là, on refasse et on refasse. Sur 60% et moins, c'est quelque chose qui se fait encore partout dans le monde, on n'a pas le choix. Sauf que nous, avec le laboratoire d'organogenèse expérimentale, lequel on finance, qui est situé à Québec, ils travaillent à cloner de la peau. Ce qui veut dire qu'on prendrait un bout de dissous. Ouais. Comme un dissous, on l'envoie au laboratoire et en clone tant que tu veux. Et ça, présentement, on l'utilise chez des patients à 80% et plus. Parce qu'on n'a pas beaucoup de zones saines. On aimerait ça un jour l'utiliser en fait, partout, ou même à 20%. Mais là, il reste 2-3 difficultés. La pigmentation de la peau, c'est encore un peu transparent. Il y a des choses qu'il faut jouer là-dessus. Donc, c'est pour ça que j'ai dit malheureusement, c'est qu'on espère ça que ça débloque d'ici les 5 prochaines années. OK.
OK. Ah, mais ça, la technologie avance, l'évolution, là, mais dans le domaine de la médecine, il faut prendre notre temps aussi là, pour bien faire ça. Mais tu sais, la recherche, je le précise toujours, parce que moi non plus, je suis pas du milieu médical. Puis quand je suis arrivée à la Fondation, j'avais une drôle perception de la recherche en disant c'est long, c'est abstrait, ça finit plus, c'est des gouffres sans fond au niveau de la finance, ça coûte une fortune. Puis même, je ne vous le cacherai pas, là, cette recherche-là, nous, on contribue, on est un palier pour les aider. Mais juste la recherche de ça, là, c'est environ 8 à 11 millions par année, ce que la Fondation ne peut même pas donner. Wow. Donc, mais nous, ce qu'on donne, ça permet d'aller chercher, ils ont la crédibilité pour aller chercher le reste. Votre podcast se poursuivra après ce message publicitaire. Saviez-vous que près de la moitié de la population souffre de symptômes liés à l'insomnie? Mais qu'est-ce que l'insomnie au juste? L'insomnie, c'est avoir de la difficulté à s'endormir, à se rendormir pendant la nuit si on se réveille et avoir des éveils trop tôt le matin, avant le 4 ans. On peut avoir tous ces symptômes en même temps ou seulement un, mais si ça arrive plusieurs fois par semaine et que c'est présent depuis plusieurs semaines, on parle donc d'insomnie chronique. Généralement, lorsque l'insomnie devient chronique, il y a des pensées négatives et du stress de ne pas arriver à se rendormir qui contribuent aussi au problème. Plusieurs ressentent peut-être les situations que tu viens de mentionner. Est-ce qu'il existe une solution? Bien, certainement. Donc, l'insomnie se traite avec une approche comme la thérapie cognitive comportementale de l'insomnie. C'est des programmes qui sont basés sur cette approche-là, qui vont identifier les causes et travailler sur les comportements, les pensées pour venir traiter le problème d'insomnie. Et c'est ce que la clinique Aléo offre. Effectivement, Aléo, c'est une clinique virtuelle du sommeil qui fournit des évaluations de la santé du sommeil à l'aide de questionnaires cliniquement validés, ainsi que des soins accessibles et personnalisés dispensés par des thérapeutes agréés, supportés par une application mobile. On collabore avec les employeurs pour offrir le service à leurs employés, mais les gens du public peuvent aussi avoir accès à la clinique. Pour faire un dépistage rapide et gratuit, connaître votre profil de sommeil, rendez-vous au aleoclinique.com. J'aimerais qu'on revienne justement sur les patients traités parce qu'on retrouve souvent des pompiers ou parfois des pompiers. Tu as mentionné Steve Brisebois qui avait été admis comme patient suite à son accident, qui nous a déjà raconté à l'émission, au podcast. En fait, c'était à la saison 1, à l'épisode 10. Ça vous arrive souvent de recevoir des pompiers? Souvent, c'est un grand mot, tout dépendamment, toute chose étant relative. Là, souvent, je vous dirais que non. De moins en moins, et heureusement. Ah, tant mieux. Heureusement. Mieux. Est-ce que c'est dû à l'équipement, à la prudence, à CSST? Probablement toutes ces causes-là, je vous dirais. Parce que quand j'étais là, il y en a eu beaucoup, là. Je peux vous les compter beaucoup plus. Là. Okay. Quand j'étais arrivé à la Fondation, là, c'était pas loin d'un par 2 ans environ. Là. Okay. Tandis que là, ça fait... on en reçoit de façon... qui sont toujours un peu limites, si on veut. Ça, on en reçoit souvent. En clinique externe et rentrer à l'unité des grands brûlés. Donc, je vous parlais un petit peu les oreilles, le cou, les mains. Vu que c'est des pompiers, mais on les garde à l'unité, qu'ils soient en externe. Mais sur des dangereux, bien honnêtement, ça fait longtemps. Ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas. Mais ça fait longtemps. OK. Ben, tant mieux, parce que c'est clair que dans notre jargon à nous, dans notre domaine, Flash, on est convaincu que la formation y est pour beaucoup. T'sais. Moi, je pense que oui. L'éducation, la formation, la prévention, fait en sorte que les pompiers, je pense qu'ils comprennent de plus en plus leurs actions qu'ils portent, fait qu'on se met moins à risque. Mais il y a autre chose, c'est la technologie, nos équipements. Nos équipements, ben, c'est un couteau à 2 tranchants, parce que nos équipements de pompiers, là, invincible. Ben oui, ça nous permet d'être un peu plus... Ben oui, parce que là, avant, on avait, exemple, les bouteilles d'air. Tu sais, nos appareils respiratoires, mais la quantité d'air, en fait, le temps qu'on avait avec les bouteilles d'air, avant, on parlait du 2200. Le 2200, là, ça nous donnait 20 minutes, 25 minutes. À cette heure, on a des bouteilles, des 30 minutes, même du 45 minutes. Ça fait qu'on est plus longtemps en dedans. Mais quand on est plus fatigué, ben souvent, on est moins sur nos gardes, parce que là... Ça fait déjà 10, 15, 20 minutes, une demi-heure que tu es au feu en train de faire des actions. Puis là, à un moment donné, le jugement, les précautions, ton niveau de vigilance, des fois, va être diminué un peu. Puis c'est là peut-être que les blessures sont susceptibles d'arriver. Oui, puis l'exemple de Steve est un bon exemple. Parce que en plus, ce que tu dis, c'est intéressant. Parce que plus tu vas t'exposer longtemps à l'incendie, dans l'incendie, soyons clairs, plus ton bunker va accumuler la chaleur. Oui. Et ça, Steve, ça a été une des problématiques. Quand Steve a réussi à sortir de l'unité, je m'excuse, du bâtiment. Du bâtiment,
ses voies respiratoires étaient atteintes, sûr. Mais ces Oui. brûlures, au niveau de la peau, il y en a eu beaucoup qui étaient dues À la manipulation. Exact. Ouais. Le bunker, la chaleur qui était emmagasinée dans le bunker. Il y a même des collègues qui sont venus pour le transporter, qui eux aussi sont rentrés à l'unité en même temps que lui parce qu'ils se sont brûlés les mains. Sérieux? Oui. Ah oui, OK. Donc, ça, c'est le côté un peu pervers, justement, de votre bouteille, je pense. T'sais. Ouais. Il faut voir quand vous sortez, puis je sais pas si c'est dit ou pas, là, mais en tout cas, peu importe. Mais justement, chaque avancée a des fois une contrepartie. Oui, oui. Il faut juste faire attention à ça. Là. Oui, clairement, la nouvelle technologie fait en sorte que nos équipements sont plus performants, mais c'est à nous de contrer ça puis de se dire, OK, l'équipement, lui, peut résister, mais il y a une limite à ça. Ben oui. Puis l'habit de combat, lui, dans sa composition, selon le fabricant, là, savais-tu que les couches de peau, en fait, la couche d'air qu'il y a entre ton vêtement puis ta peau, ça, là, cette couche d'air-là, là, elle est nécessaire. Si ton habit de combat est trop serré, tu n'as plus de couche d'air, tu viens de perdre un isolant super important. Puis je rajoute même à ça là, que, tu sais, il y en a qui se posent la question, je suis mis à manche courte, je suis mis à manche longue, je suis bon en short, en pantalon. Mais si tu as un vêtement qui couvre plus long, exemple des manches longues, ben tu vas avoir une couche d'air entre ta peau et ton vêtement, entre ton chandail puis l'habit de combat. Fait que tu rajoutes en fait une couche. Protection. Puis c'est exactement ça qui est arrivé à Steve. Puis je suis certain qu'il y en a plusieurs qui ont déjà fait des simulateurs, qui ont été exposés à de la chaleur. Puis on vous l'a dit, vous devez vous assurer que vous avez des couches d'air dans votre habit. Parce que si on est exposé à la chaleur, puis on vient écraser la couche d'air, automatiquement, on risque de se brûler. Oui. Puis Steve et d'autres, des cas de pompiers qui ont subi des brûlures, là, c'est souvent ça, l'appareil respiratoire, les bretelles d'appareil. Oui, ça colle, ben oui, c'est ça. Aussitôt qu'il a été manipulé, le pompier, ben on va avoir les chevilles, on peut avoir les poignets, on peut avoir en dessous des aisselles, les bras. Ou même ils tombent parce qu'ils sont fatigués, donc on voit les omoplates aussi en tombant à OK. terre, les genoux, quand on s'agenouille fatigué. Là. Donc ça, on le voit, on l'a déjà vu aussi, les genoux et les omoplates. Là. Puis je trouve ça intéressant, en fait. Les articulations sont les plus difficiles ou complexes à traiter, c'est ça que tu disais? Tout à fait. Tout à fait. Parce que, ça le dit, c'est une articulation, ça bouge. Il y a des années, là, je vais vous raconter une histoire d'horreur. Là, je ressors des vieilles histoires, mais vous allez comprendre l'importance avec cette vieille histoire-là. Oui. Il y a, je venais d'arriver, peut-être 17, 18, 19 ans. OK. Les unités étaient là, mais méconnues. Les médecins ils voulaient château garder, là, tu sais, chacun sa petite patente. Et il y avait un brûlé grave, particulièrement aux mains, jusqu'au coude, qui était rentré dans une autre région que je ne nommerai pas, et il s'est entêté à le garder. OK. Mais là, maintenant, ils ont vu qu'il perdait. Puis qu'il perdait. Bon, donc, ils ont fini par le transférer à Montréal. Le médecin d'urgence à l'époque, qui était à l'unité, c'est épouvantable qu'il se soit entêté parce qu'il a perdu 4 jours. Mais quand on a des articulations comme ça, il faut tout de suite faire de la physio adaptée. Ah oui. Donc, la personne, c'était pas un pompier, là, c'était un civil, on était obligé de lui recasser tous les os des mains. Ben voyons donc. Parce que c'était un 3e profond, une partie de 4e, et il avait refondu comme tout croche. Il avait repris comme tout croche. OK. Donc, les articulations, c'est aussitôt qu'on arrive, c'est de la physio très adaptée, évidemment, parce qu'en plus, ça fait mal, il y a des douleurs, il y a des greffes. Donc, ça prend une physio. Mais jour 1, 5e heure, on commence la physio. Eh mon Dieu. Quand on dit de la physio, on va forcer le mouvement, oui, là. on force. Même si les brûlures, il y a un pansement, il faut forcer parce que sinon, ça va reprendre puis il faut en faire beaucoup parce que là, je parle de brûlures très graves, très profondes, oui. évidemment. Là. Je parle pas d'un deuxième superficiel. Mais oui, il faut le faire. Et l'autre chose, c'est que ça aussi, c'est nouveau. Puis souvent, ils savent pas. C'est qu'une brûlure circonférentielle, qu'on appelle, OK. ça arrive souvent aux articulations, aux mains, justement, où on est brûlé tout le tour des poignets. Bon. Ça devient, quand on est au 3e degré, ça devient blanc et cartonné. Donc, très, 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 très dur. Et là, ça fait une pression immense sur tout le système de vascularisation. Donc, il faut l'ouvrir, ce qu'on appelle une escarotomie. Il faut vraiment l'ouvrir, un peu comme une saucisse. Là, OK. Oui, je comprends l'image. C'est ça. C'est l'image qu'il faut garder. Et ça, on ne le faisait pas avant. Et c'est là qu'on parle des membres parce qu'il n'y a plus de vascularisation. Et ça, c'est typique aux articulations. Donc, pour plein de raisons, il faut absolument que ça soit traité dans un endroit spécialisé. Ben écoute, ça fait tout son sens parce que
tu donnes des explications concrètes, puis ça m'aide à mieux comprendre l'accident de Steve encore plus, parce que il avait dit ça, qu'un de ses souvenirs qu'il avait eu, là, les plus marquants, c'était quand il s'était fait enlever l'intubation. Puis l'autre chose, c'était justement le fait que il avait énormément mal, puis dès les premières heures, la main, il la faisait travailler. Oui. Puis la plus grande crainte, si on veut, du médecin qui le traitait, c'était justement qu'il y ait de la difficulté puis qu'il perde la motricité avec ses mains. Fait qu'il mettait beaucoup, beaucoup d'emphase sur l'articulation, sur le mouvement, puis la Et physio. c'est très douloureux, sûrement, je sais pas, Steve, il était 2-3 semaines dans le coma, je pense. Ouais. Probablement qu'au début, ça, il l'a moins vu, là. Mais même après, justement, quand ça guérit, ça fait encore plus mal, parce qu'il faut tirer sur les plaies et tout. Donc, oui, mais malheureusement, c'est un passage obligé. Puis les grands brûlés, c'est un peu ça l'horreur, c'est que quand tu es dedans jusqu'aux 2 premières années, tu as l'impression que ça finira jamais ta douleur. OK. Il y a toujours un traitement, il y a toujours une opération. C'est honnêtement très, très difficile. Puis là, ma prochaine question, c'est justement, je suis convaincu que cette démarche-là, sans dire qu'elle l'intéresse, mais je pense qu'on a tout intérêt à mieux comprendre comment ça se passe. En tout cas, moi, c'est mon cas. Est-ce que c'est possible de visiter les différentes unités? J'aime ça, cette question-là. Je m'en allais la proposer avant même. Ah ouais, que je t'en parle? Oui, quand on parlait tantôt, les pompiers, tout ça, oui, c'est le fun. C'est le fun qui s'implique. Mais moi, je pense qu'il n'y a rien de mieux que de vivre concrètement pour dire « Ah wow, là, je comprends l'ampleur. Là, je le sais pourquoi je suis dans une matin Ouais. collective. » Pourquoi qu'on est dans la rue à collecter? Ouais. Pourquoi qu'on s'inscrit au tournoi de hockey? Oui. Pourquoi qu'on décide de faire d'amasser des fonds ou de remettre certaines parties de profit, de vente de stock à tout ça? Ben, ça met en contexte, c'est ça? Oui, c'est vraiment... puis on le vit là, avec les pompiers du CIM. On a reparti des visites à tous les semaines. OK. Et c'est comme... Ils sortent de là, ils me disent « Écoute, je suis éberlué. Jamais j'aurais pensé que vous en faisiez autant. La Fondation, mais à l'unité aussi. » OK. Donc oui, tout ça, réponse longue à ta question courte. C'est possible de visiter. C'est possible. Vous allez dans le contact sur le site de la Fondation. Oui. Mon nom est là, MJ, avec mon courriel. Vous pouvez m'écrire. Évidemment, vous, même si vous êtes à l'extérieur, j'ai des pompiers de Victoriaville qui viennent cette semaine. Ils sont organisés tout le monde ensemble. OK. Ils viennent 10-12 personnes. Là, puis voilà, on est organisé, on prend du temps. Donc, même si vous venez de l'extérieur, il ne faut pas être plus, parce qu'idéalement, on se promène aussi dans l'unité et tout. Là. Oui. Fait que, idéalement, il ne faut pas être plus que 15. Des petits groupes. Ouais, OK. Des petits groupes, mais c'est extrêmement fort. En communiquant direct avec toi, oui. Rappelle-nous ton poste. Qu'est-ce que tu fais? Ton rôle dans... Mon rôle, vous allez comprendre tout de suite, chargé de projet collecte de fonds. Donc, OK, voilà. Parfait. Écoute, en terminant, là, j'aimerais que tu nous parles un peu des projets futurs, que ce soit au niveau des différentes activités qui s'en viennent ou des projets de recherche, justement, sur lesquels l'équipe travaille en ce moment et pour le futur. Oui, avec plaisir, mais je vais le séparer comme en 3. Donc, sur les activités, vous avez sûrement vu passer, et ça, on veut que ça devienne notre activité phare à la Fondation, le relais des pompiers. OK. Est-ce que vous avez vu? Non? Oui, j'ai vu les publicités. On commence en même temps. Là, en fait, on va terminer à la course des pompiers de Laval. OK. Donc, c'est 60 pompiers, chacun 5 km à relais pendant 3 jours, en habit de combat, full dress. Wow. Appareil respiratoire, toute la patente. Mm-hmm. Chacun fait 5 km, il remet la hache, puis tout ça. Donc, on part de Québec et on termine en même temps que le marathon. Ceux qui ont fait le marathon ou le demi, je pense. OK. À la course des pompiers de Laval avec des 8000 personnes qui sont là et tout. Donc, fait qu'un relais qui relie Québec à Laval, des pompiers vont se relayer. Ouais. Un peu comme le flambeau, là. On se passe le flambeau, chacun fait une partie, puis wow. Chacun fait 5 km. Il a le devoir, c'est un peu fort, mais on suggère, parce que ça faut que ça reste une campagne de levée de fonds, donc chacun au moins doit ramasser 1000 $, ce qui nous fait une campagne de au minimum 60 000. Wow. Super. Puis est-ce qu'il y a d'autres projets? Tu parlais de 3 catégories. Bon, ça, j'imagine, c'est la première. Pour l'activité, c'est vraiment la première. La deuxième, c'est il y a 2 ans, on a établi des maisons qu'on appelle. Je compare ça à des petits mini manoirs Ronald McDonald, si vous voulez. OK. C'est des maisons d'hébergement pour la famille. Je vous disais tantôt, on est deux mois, tout ça. Donc, la famille vient gratuitement. Il y a des appartements au bas. On a service de tatou, masso, laser, tout ça. Maintenant, on est tous dans les mêmes bureaux.
OK. Donc ça, puis on veut le grossir encore, donc OK. c'est ça notre projet. Et en recherche, ben, c'est toujours, on en parlait, la pompe Oui. lamellaire. Et il y a 2 ans, on a fait avec Sainte-Justine, pour les enfants brûlés, un projet de casque de réalité virtuelle. OK. À savoir si, quand on avait ça, est-ce qu'on était capable de baisser la médication et que la douleur, on la sente moins en état, que le cerveau soit très occupé. Oh, OK. C'était Sainte-Justine qui cherche à baisser son niveau de médication chez les enfants. Le résultat est phénoménal et on va probablement subventionner une recherche pour les adultes. OK. Wow, des super beaux projets. Ouais. Ben, s'il y en a justement qui souhaitent avoir plus d'informations, qui veulent communiquer avec vous ou qui veulent justement se lancer dans une campagne de financement, dans des activités, ben, on va mettre les différents liens dans la description de l'épisode et vous trouverez naturellement toutes les informations sur le site web de la Fondation des Pompiers. Oui. Ben, Marie-Josée, un gros merci d'être venue à l'émission. Bravo, vraiment. Donc, merci d'avoir écouté, merci d'être des nôtres et on se retrouve très bientôt pour un nouvel enregistrement du podcast Flash Formation. Cet épisode vous a été présenté par Francis Perrault-Varin, courtier hypothécaire Multiprêt Hypothèque, présentateur officiel de la saison 2 du podcast de Flash Formation.